That's the big question. How people shape systems, how systems shape us. Can I get you a little... Oh, just water. Thank you. Today, it's all about status. People that have it would kill to protect it. The people that want it would kill to achieve it. And everybody else gets crushed in between. Governments, corporations, and high schools. Pattern seems to be the same. How do we change that? You mean empathy? Connection? If we truly see ourselves in others, we want to raise them up, not bring them down. If we ever run out of money, you are going to write fridge magnets. I'm serious. You would be fantastic. Oh. What are they saying? You don't want to know. Yeah, I do want to know. That's why I asked. You know the drill. First 24 hours is who did this. And then after that, it's who's the idiot that's not catching him? No, I meant the theory. Oh. What's the theory? Right. Sleeper cells of terrorists in every American town. An inside job designed to scrap civil liberties laws. Jewish plot, take your pick. And what's yours? Such a good question. Let me see. Bad call. She asked. I think your man wasn't born here. I think he feels the place he grew up in has become a pretty awful place, along with a good portion of the world. And I think he believes this nation is responsible for at least 50% of that mess. Shit. If you weren't afraid of heights, I'd book you as a suspect. What scares me is that a good portion of you thinks this man has a point about the country that stopped the Nazis, stepped on the moon, mapped the entire human genome, and landed a spacecraft on Mars 140 million miles from your current position. While landing our brands, our plastic, our distortion, our exaggeration everywhere else. I went to Bogota to lecture. Best damn coffee on earth, right? You know where they took me? Starbucks. We take the best of everywhere and we send it back worse for profit. And that's what we do to our friends. Profits pay taxes, which pays for research and development. Eleanor? Gavin, go to bed, or I'll arrest you for harassing 2 public servants. I give up. I give up. Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Comment j'ai été fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Oh nom de Dieu de bordel de merde. Oh, tu m'en tailles. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, Tolstoy. Oh, ton cul. C'est mon génie. Par essence, la musique est dissociable des images. On peut toujours écouter de la musique, quelle qu'elle soit. La musique, c'est d'abord du son. Qu'elle soit associée à des images ou non, ne l'empêche pas d'être écoutée en tant que musique. Alors, la musique de film, quelle qu'elle soit, en tout cas pour moi, ça a cet effet-là, c'est tout à fait particulier parce que quand on écoute la musique qu'on a entendue dans un film et qu'on a aimé le film, il y a une sorte de contamination de l'écoute par les images, même inconsciente. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on écoute une musique avec des images et que cette musique est portée par des images. Moi, j'ai beaucoup appris à aimer des musiques à travers le cinéma. C'est-à-dire que même du jazz, même du jazz, quand j'étais d'abord plutôt un jazzman moderne et comme beaucoup de musiciens, j'étais peu cultivé sur l'histoire de ma musique. Et donc, quand j'ai commencé à travailler vraiment sur le cinéma, et j'ai revisité l'histoire du jazz,
en passant par les images. Et j'ai réappris à aimer Bessie Smith, Duke Ellington, Fletcher Anderson, etc. par le cinéma. C'est-à-dire que ça m'a donné envie de réécouter en découvrant des images. Donc pour moi, l'écoute est très habitée par les images. Mais toutes les écoutes que je fais, en réalité, je me rends compte que souvent, les musiques que j'aime ou que j'écoute souvent sont très liées pour moi à des images. Et ce sont souvent des musiques de films qui sont déplacées ensuite par l'histoire, mais il y a souvent un rapport à l'image, effectivement. Donc on peut écouter les deux différemment. Quand la rencontre est belle, de toute façon, elle ne nous quitte plus. C'est-à-dire que quand on a entendu une fois, je sais pas, le morceau que je vous ai montré un extrait de Jerry Lewis avec un morceau de Count Basie, à chaque fois que j'écoute ce morceau de Count Basie, je revois Jerry Lewis. Donc cette incroyable rencontre habite toujours mon écoute de Basie, quoi qu'il arrive. Donc pour moi, c'est ça qui est beau. C'est-à-dire que les images hantent la musique que j'écoute. Voilà. Je pense qu'on peut les écouter les uns séparément, mais quand on a vu les films et écouté les musiques, on n'arrive jamais à les séparer en réalité. C'est une vue de l'esprit, je pense. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B, avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Et nous venons d'entendre un extrait un peu particulier, qui n'est pas extrait d'un film comme juste avant ce générique, c'était un extrait d'une conférence, si je ne dis pas de bêtises, de Gilles Mouelic qui vient de nous quitter. Ouais, bah oui, je voulais lui rendre un petit hommage. C'est un professeur de cinéma qui a officié à l'université Rennes 2. Ça a été mon professeur. Et c'est vrai que voilà, bon, on rencontre pas non plus des professeurs. Ils sont en général en minorité. Les bons professeurs qu'on a pendant toute sa scolarité élargie, que ce soit le collège, le lycée et même l'université. Et lui, il en faisait vraiment clairement partie. Il a disparu hier, au jour d'aujourd'hui, là où on enregistre, et d'une grosse saloperie. Et voilà, on tenait à lui rendre hommage parce que franchement, oui, c'était vraiment, j'ai un souvenir hyper ému de ses cours encore. C'est quelqu'un qui m'a ouvert les yeux sur des tas de cinéastes, dont Romer, pour notre grand plaisir, mais c'était aussi quelqu'un qui m'a fait découvrir. Son champ de recherche, c'était le jazz et le cinéma, l'improvisation au cinéma. Il avait fait venir Jean-François Stévenin à Rennes 2 au tout début des années 2000, me semble-t-il, qui a été très important. On avait pu voir Mishka, c'est une des souvenirs de projection les plus incroyables de ma vie. Et c'est lui qui avait animé les rencontres avec Jean-François Stévenin, justement. Superbe entretien, masterclass, c'était complètement dingo. Et voilà, c'était un professeur super qui était passionné et passionnant et toujours pédagogue et vraiment. Et puis je pense, pour le connaître un tout petit peu, voilà, en tout cas une personne humainement assez précieuse. Donc voilà. On tenait à rendre hommage à Gilles Mouelic. Merci à lui. C'est vrai que moi je l'ai eu uniquement pour un cours en effet de musique, et c'est vrai que c'était l'un des rares professeurs de la faculté de Rennes 2 dont je me souviens vraiment bien, alors que j'avais Parce que tu étais sous tout le temps en cours. Oui, c'est ça, oui, bien sûr, mais il acceptait ça. Quelle ouverture. Il était impeccable avec tout ça, pas de problème. Malgré tout ça, en fait, on a décidé aujourd'hui de faire une émission que l'on considère comme une émission catalogue. On a beaucoup de films, tu as vu beaucoup de films en fait ces dernières semaines, et tu tenais à en parler. Alors on évoquera le cinéma pseudo-américain réalisé par un Argentin avec Misanthrope, de ce réalisateur dont je ne prononcerai pas le nom, Damien Zifron. Merci Antonin. Et puis il y aura une grosse partie consacrée au cinéma français, puisque beaucoup de films français sont passés sous tes yeux, et évidemment on passera du temps à parler de Maïwenn. 2 ou 3 heures. Maïwenn, beaucoup. 1 heure pour Maïwenn, en tout cas, minimum. 1 heure pour Maïwenn. On va faire comme si c'était une émission top flop. Une émission fleuve, donc enregistrée tardivement. J'espère que tout va bien se passer. On va démarrer tout de suite avec Misanthrope. On a entendu un extrait donc avant le générique de cette émission de ce Misanthrope, deuxième long métrage de ce réalisateur donc argentin, qui la s'acoquine avec une actrice star, productrice aussi du film, qui se donne le grand rôle pour ce qui s'annonce comme être le polar de l'année. Pour tous ceux qui ont oublié ce que c'était un bon polar, Antonin, ici présent, en fait partie et a adoré. Il l'a vu 3 fois déjà, y compris au ralenti, pour analyser la moindre séquence, parce que dis donc, qu'est-ce que c'est mieux que Seven. ça. Non, je te laisse évoquer, en fait. Évidemment, j'abuse, mais j'entends un peu trop d'avis dithyrambiques sur cet objet qui, en effet, j'y ai pris du plaisir. Je trouve que c'est un bon polar, et c'est vrai que ça fait du bien, en fait, de voir ce genre d'objet aujourd'hui, alors que les gens ne sont
plus trop capable de faire ce genre de film. Bah, surtout, oui, dans le cinéma. Alors que dans les années 90, qui était vraiment la gloire du cinéma américain des années 90, grosso modo, du début jusqu'à la fin des années 90, on a vraiment eu une belle salve en fait d'objets avec entre guillemets des serial killers ou des tueurs de masse même. Ouais, mais après moi je et pas puis la course poursuite, le flic to catch a killer, c'est le titre original, c'est-à-dire que voilà, on a un flic qui va attraper entre Michael Mann et puis d'autres, on a eu vraiment une belle salve d'objets cinématographiques qui sont importants aujourd'hui. Oui, bien sûr. Après ils se comptent quand même sur le dos d'une main parce qu'évidemment il y a Seven, il y a Le Silence des agneaux auparavant et autant de films en tout cas qu'on lançait à chaque fois, qu'on relançait des wannabe Seven, des wannabe Silence des agneaux. Tu vois, je pense à des films genre Le Masque de l'araignée avec Morgan Freeman qui arrive dans le sillon de Seven. Il y a eu des tas de films comme ça qui souvent sont pas terribles, quoi. Voilà. En tout cas, évidemment. C'est ça qu'on reconnaît un grand film, c'est à ces enfants dégénérés. Exactement, c'est ça, c'est à ça qu'on reconnaît le génie, là, à ces enfants dégénérés, tout à fait. Mais moi, voilà, je pense que effectivement, j'ai un enthousiasme qui est à la hauteur du fait que, bah voilà, dans le cinéma américain, que j'appellerais un peu moyen de gamme, d'un produit un peu standard, de genre, qui accomplit son contrat et tout ça, c'est un peu le désert total. T'as l'impression quand même d'avoir des sortes un peu de trucs pachydermiques qui sortent sur les plateformes qui durent 2h30 alors qu'ils devraient durer 1h20. Et là, et dans le cinéma américain qui sort en salle, et ben il n'y a pas grand chose de ces produits moyens de gamme. On est soit dans le cinéma indé à 24, soit dans le film d'horreur fauché ou à 1 million des Jason Blum, Blumhouse. Et en tout cas, il y a un produit qui a complètement déserté, c'est ce truc-là, quoi. Le produit moyen américain, thriller, voilà, le cinéma d'action. C'est un truc con, comme c'est un concept, c'est un flic qui va attraper un tueur en fait. C'est un truc vraiment idiot comme concept, mais qui donne en général les meilleurs films. Oui, bien sûr. Après, il y en a avant. Qui permet d'évoquer la société. Après, moi, ça serait marrant de faire presque des études statistiques là-dessus. Il faudrait vraiment se pencher sur le nombre de sorties de films et tout ça, et par rapport à leur budget, aussi leur budget de communication et tout ça, parce que ce film-là, par exemple, en termes de budget de communication, il n'y a pas grand-chose. C'est un film qui a fait un trajet, par exemple, un peu éclair en salle dans les grands circuits où il a été exploité, on va dire les grands circuits type CGR, Gaumont, Pathé, machin. Et en fait, il est assez peu soutenu par la presse lors de sa sortie, quand même. Des bonnes critiques à droite à gauche, mais sans un enthousiasme délirant. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, le film a fuité assez rapidement. Moi, j'ai même pas encore vu en salle, je l'ai vu à Los Angeles. Et il y a quand même après des voix qui sont un peu élevées en disant, mais ouais, quand même, c'était vraiment super bien, quoi. Et moi, je crois que oui, je partage complètement l'enthousiasme sur le truc. La dernière fois qu'on a eu des échos comme ça sur des films, c'est plutôt des films iraniens ou qui venaient du Moyen-Orient, en tout cas. Oui, mais qui sont où ça correspond, c'est-à-dire que c'est des films qui sont exploités en art essai, voilà. Puis voilà, on sait que la caisse de résonance, ce que je veux dire, c'est que ça venait pas du cinéma américain, c'est-à-dire que ce genre de films depuis les États-Unis, en fait, on en avait pas. Bien sûr, c'est ça, parce qu'il y a aussi des films français de genre et tout ça qui sont même au niveau, voilà, des films américains qu'on a pu, quoi. Voilà, on avait souvent évoqué ça lors de nos précédentes émissions, quoi. Mais moi, voilà, je trouve que le film, il est, j'ai pas travaillé comme d'habitude, mais je suis pas allé voir Les Nouveaux Sauvages. J'avais commencé à regarder ça à l'époque. Son premier film, parce que là, il s'agit d'un deuxième long métrage. C'est un deuxième long métrage. Moi, je n'avais pas été hyper emballé au début. J'avais laissé tomber, lâché l'affaire, et bon, j'étais jamais revenu. Donc, je connais pas trop. Mais là, j'ai été vraiment, floué par la tenue visuelle de l'ensemble, quoi. Et surtout, oui, je me suis dit, putain, c'est vraiment travailler de l'intérieur, parce que moi, le film, il m'a laissé exsangue, quoi. C'est-à-dire, je me suis dit, putain, c'est noir, quoi. C'est vraiment, ça fait pas semblant, c'est pas un exercice de style genre, je vais faire un film de genre parce que j'aime bien les films de genre. Non, moi, j'ai plutôt l'impression que le film, il est vraiment travaillé par une idée qui donne son titre français au film, hein, la misanthropie, qui est le titre original, c'est To Catch a Killer, mais a priori, à ce que j'ai compris, le titre voulu par le réalisateur, c'est bien Misanthrope, mais le producteur américain n'a pas voulu l'appeler comme ça, mais le distributeur français lui aurait fait un cadeau de l'appeler vraiment Misanthrope, quoi. Mais moi, voilà, tout ça pour dire que voilà, j'ai l'impression que oui, tout le film entier, il est quand même travaillé vachement par cette idée de la misanthropie, et un de ses corollaires, c'est vraiment de personnages qui la douleur de vivre, et surtout l'incapacité à habiter un monde que l'on condamne moralement pour toute son organisation sociale, quoi. Et on a une structure classique classique, en tout cas qui fait les meilleurs films de serial killer,
thriller, c'est le moment où voilà le poursuivant forcément ressemble au poursuivi, quoi. C'est-à-dire que l'écho entre Clarisse et la relation qui est entre Clarisse et Hannibal Lecter et tout ça, voilà, c'est parce qu'il y a des ponts entre les deux. Il y a des ponts dans la sociabilité, il y a des ponts. Et là, il y a dans Seven, il va y avoir à peu près la même chose. Il y a l'horreur que ressent le personnage de Kevin Spacey pour le monde contemporain. Il va ressembler un petit peu à celui que ressent Morgan Freeman quelque part, quoi. Et on a un peu la figure de l'innocence qui serait Brad Pitt, qui est encore un petit peu idéaliste là-dedans. Bon, de toute façon, on va citer plutôt Seven parce que je pense que formellement ça se met vraiment sur les traces de David Fincher pour des tas de raisons qu'on évoquera peut-être, mais en tout cas sur cette question de ce personnage de jeune flic qui est juste une comment on appelle ça, une flic en uniforme qui patrouille dans la ville et qui va se retrouver à se faire prendre sous son aile par l'agent du FBI qui est en charge de l'enquête. Le film s'ouvre sur un massacre de masse. Oui. Et des gens qui habitent chez eux, et un tireur sur un toit embusqué va abattre plus d'une vingtaine 27 personnes personnes au sniper, alors que c'est le nouvel an, peut-être bien, donc il y a un feu d'artifice, il tire, il va tuer 27 personnes qui sont chez eux en train de faire la fête en fait dans différents endroits de cette grande ville. C'est pas à New York, hein, non, mais c'est une grande ville, voilà, une grande métropole américaine, et donc il va y aller franco, panique totale, et elle se retrouve sur place en fait, et elle va gérer, et elle va avoir les bons réflexes, elle va se faire repérer en effet par ce patron du FBI qui du coup va lui dire mais toi t'es intelligente en fait, t'es pas complètement gogol alors que t'es une femme, viens travailler avec nous. Parce qu'il le voit en elle aussi à travers 2 ou 3 petites réflexions, le fait que tout de suite elle est dans une démarche d'empathie quelque part avec ce tueur, où elle essaye de comprendre un petit peu qu'est-ce qui peut motiver cet acte-là afin de pouvoir évidemment remonter la piste pour pouvoir le coincer au final. Donc on est vraiment dans l'optique justement que Michael Mann lui aussi a pu aborder très tôt avec Manhunter, parce que tu parlais de du Silence des agneaux, mais on a eu Manhunter avant ça, et puis évidemment le profiler interprété par William Peterson déjà dans Manhunter. Enfin, c'est un personnage et un rapport entre le héros entre guillemets, le flic, et le méchant, qui est présent assez tôt dans le cinéma américain, enfin qui apparaît en tout cas vraiment dans les années 80. Ouais. Et c'est vrai qu'il a eu son moment de gloire dans les années 90 avec le meilleur et le pire, bien évidemment, hein, comme on le disait, mais qui s'était un peu perdu depuis une dizaine d'années, une grosse dizaine d'années. Disons que c'est devenu un genre en soi, on va dire. C'est pour ça que ce que je voulais, moi, ce qui m'a le plus touché dans le film, et qui même à la deuxième vision, je me suis dit oui, non, ça tient la route, c'est que il aborde pas ça comme tout ça, c'est devenu des clichés en fait. Et là, je pense pas que le film sombre dans les clichés, parce que clairement, comme je le disais. Cette idée-là, justement, de ce personnage, donc qu'on devine être soumise, victime de plusieurs addictions à des substances, on le devine pas, c'est explicité. Oui, quand même, elle est dépressive, elle a vraiment un gros problème de sociabilité également. On sent que il y a un truc, et ça va nourrir tout le film. Ça va nourrir tout le film, parce que forcément ça donne un regard sur l'organisation sociale de l'Amérique en 2020. Et moi, c'est ça qui me passionne dans le truc, c'est l'ampleur un peu à travers cette histoire qui n'est pas anodine, c'est quand même une sorte de meurtre de masse quand même, mais par contre auquel les États-Unis sont habitués, c'est-à-dire que c'est pas non plus un truc anodin non plus. Et c'est un vrai regard pour le coup, c'est encore en ça où je me dis c'est cool de faire venir du sang neuf dans ce cinéma-là, d'un regard un petit peu étranger, en l'occurrence un argentin, et là on voit bien que c'est à travers ces regards-là que le cinéma américain se régénère, parce qu'il y a que eux qui regardent le truc, qui peuvent, il y a pas que eux, mais en tout cas ils peuvent avoir un vrai regard qui vraiment mettent en évidence des trucs, et c'est vrai qu'il y a une belle amplitude sur toutes les strates de la société en fait du film. On se dit on a la police, le FBI, le monde politique, le monde médiatique, et puis tout ça qui est relié avec ce truc très contemporain qui peut venir aussi de Fincher, de ces rapports très
on va dire des sociétés un petit peu réticulaires, du réseau et de la manipulation des données, de la data et compagnie, de ce côté police scientifique, ce côté tout est transformable en signes, tout est transformable en données qu'il s'agit d'analyser. Donc de coup, en analysant le monde uniquement à travers ce prisme-là, on perd de vue l'humanité. La façon dont il a filmé l'architecture de cette ville-là, elle est elle-même, c'est ce qu'a fait beaucoup Fincher dans tous ses films. Il y a un rapport très, très numérique où on a l'impression de voir un circuit imprimé quand on filme la ville. Où Michael Mann l'a fait aussi, évidemment. Mais justement, on retrouve dans la conception visuelle, architecturale même, je dirais, de Misanthrope, la même conception que Seven, qui, je le rappelle, du coup, se déroule presque exclusivement de nuit, sous la pluie en fait, dans son intégralité, jusqu'à la séquence finale qui elle est dans le désert en plein jour. Ouais. Et là c'est vrai qu'on est en ville en fait, exclusivement je crois dans Misanthrope, jusqu'à la dernière partie du film, je dirais pas la dernière séquence parce que la dernière partie est plutôt longue, où là on s'isole, on va plutôt à la campagne, dans la maison justement où réside à la campagne le tueur, où il y a conversation, confrontation et implosion en fait. Et on retrouve le même genre de concept de mise en scène que pouvait proposer Fincher dans Seven. C'est pour ça que c'est vrai que mais je le sens quand même influencé aussi par Michael Mann énormément dans sa conception justement du réseau et de comment l'information est transformée. Et c'est vrai que ce qui l'intéresse là clairement, et c'est pour ça qu'il passe beaucoup de temps avec son personnage féminin principal, c'est en effet ramener de l'humain, de l'empathie, y compris par un personnage qui elle-même justement est en souffrance et comprend justement cette misanthropie du tueur en fait. Voilà, on va associer tout ça. Je te laisserai finir ce que je vais tout de suite aborder, ce que je reproche le plus au film, et comme ça on pourra terminer sur une note positive. C'est justement l'aspect un peu poussif qu'il a d'aborder la douleur de son personnage principal, qui est donc j'ai oublié le nom de l'actrice, qui est aussi c'est Shailene Woodley, je crois, un truc comme ça, qui a eu du succès avec une franchise auparavant, un film de teenager, c'est ça, qui est du coup productrice du film, actrice principale, qui a mis des billes là-dedans et qui a priori a vraiment fait en sorte que le film existe. Donc c'est grâce à elle que le film est là, mais en échange, il fallait évidemment qu'elle soit présente dans l'objet. C'est ça exactement ce que je vais reprocher au film, c'est justement la surprésence en fait de ce personnage et la façon dont on va devoir appuyer en fait sa souffrance et sa solitude, notamment dans une première partie du film, alors qu'à un moment c'est bon, un metteur en scène, et je pense qu'il est pas manchot, le metteur en scène, en un plan ou deux il nous faisait comprendre et ressentir surtout en fait cette souffrance et ce personnage. Et non, il va falloir passer une demi-heure sur justement cette souffrance, quoi. J'abuse en disant une demi-heure, mais parce que c'est des petits plans qui sont disséminés de ci, de là, en fait. C'est bon, on a compris, elle est toute seule dans sa piscine, elle va pas bien. C'est bon, on nous montre ses poignets où elle a essayé de se suicider, et puis elle va le réexpliquer après, et puis elle va le remontrer encore après. On a compris, et c'est vrai que dans Seven, par exemple, Fincher parvenait l'espace en fait d'une petite séquence de dialogue rapide et via en fait un décor ou autre chose à montrer en fait les personnages et à nous les faire comprendre aux spectateurs et à faire en sorte qu'on s'attache à eux et qu'on les comprenne et qu'on voit bien que c'est un chien fou taré Brad Pitt et que ce vieil homme désabusé Morgan Freeman, c'est pareil, même s'il y a une voix off, voilà, et c'est pas la peine d'en rajouter. Là il y en avait beaucoup trop en fait, et le film dure plus de 2 heures et je pense qu'il y avait facilement 20 minutes qui pouvaient être jartées du film, et ça aurait rapporté en fait en puissance. Là en fait le film s'épuise à un moment justement dans son dialogue, dans son expression de la souffrance et de la misanthropie par un trop plein d'explications qui justement pourrait le faire passer pour moi comme un film qui essaye de péter plus haut que son cul, alors que je pense que c'est pas l'intention du réalisateur, c'est pas Christopher Nolan, il en est pas encore là en tout cas, mais on se retrouve quand même avec, enfin moi je me suis retrouvé avec ce genre d'impression en fait qui m'a gêné énormément en fait devant la projection du film, alors que je me disais
là, il se passe des choses. Là, les séquences d'action sont très efficaces, expriment énormément de choses. En fait, je n'ai pas besoin en fait d'autant en fait de séquences où on va isoler un personnage pour nous montrer ce qu'il est dans son intimité et comment est-ce qu'il fait caca. J'ai pas besoin de savoir tout ça. Moi, je ressens absolument pas ça. Et je sais que le reproche a pu être fait à ce film. Et en mettant ça sur le compte de cette actrice là qui je sais pas si elle est responsable, peut-être que c'est le réalisateur qui est tocard. Mais oui, mais de quel droit? Parce qu'effectivement c'est la star du film. Bon, mais moi je la trouve super bien dans le film quoi. Je trouve qu'elle est vraiment super bien et même l'écriture du personnage, à aucun moment je ressens cette lourdeur. Effectivement, il y a cette sorte de gimmick, enfin dans le rythme du film, dans sa structure, on revient souvent à une image récurrente de cette actrice, de ce personnage en tout cas qui va à la piscine et on est dans un rapport, bon voilà, le truc un petit peu voilà, quelqu'un qui est à la lisière mais qui se laisse couler, qui flotte, mais est-ce qu'elle a envie de flotter encore, voilà, j'ai une idée un peu poétique, hein, voilà, bon après ça peut être assez lourd, mais on est dans ce registre-là de toute façon, et ça rythme, ça revient régulièrement. Moi après, à aucun moment, moi j'ai l'impression que ça passe par des dialogues, à part une fois quand elle montre ses cicatrices, qui dit bah voilà, moi, et justement Cobain, dans cette confrontation avec justement le chef du FBI qui va la pousser dans son retranchement, qui va même lire son dossier médical. Enfin, tu vois, ce genre de séquence là qui est pas utile, c'est-à-dire qu'il lui fait passer plusieurs fois un entretien d'embauche. La première fois pour savoir si elle a un peu d'empathie, si elle est vraiment intelligente. Oui, mais ça c'est très. Et puis ensuite, il va lui lire son dossier médical dans la cuisine. Et alors là, vous êtes addictive à ça, à ça. Vous avez fait ça. Mais ça c'est très malin parce que moi je pense qu'on a besoin parce que un des thèmes du film c'est ça, c'est à quel point on doit pour être en vie ou rester en vie jouer un rôle. C'est tout l'enjeu du personnage de Ben Mendelsohn et c'est ce que lui reproche l'actrice, et qui lui dit mais là t'as menti, t'as signé un papier que t'aurais jamais dû faire ça. Là tu as joué leur jeu, et le mec lui dit oui mais si je ne joue pas à leur jeu, je ne joue plus au jeu. Je m'en vais et je fais plus rien. Et elle ne peut pas comprendre ce truc-là parce que elle est cache tout le temps. C'est pour ça qu'elle ne ment pas, elle ne ment jamais. Quand elle n'est pas contente, elle fait la gueule. Donc du coup, elle a pas de copains parce qu'elle est incapable de jouer au jeu social. Et du coup, c'est un peu aussi l'objet de la fin. C'est-à-dire que voilà, elle va faire cavalier seule et tout ça. Et au final, il y a une sorte de non pas de rédemption mais de victoire de sa part, c'est qu'elle va imposer les propres règles de son jeu à la toute fin du film quoi. Mais voilà, on est quand même dans cette question du jeu social, politique, médiatique, à laquelle de toute façon quelle est la limite entre voilà, je suis obligé d'y jouer si je veux changer la société, il faut que malgré tout je joue avec les règles qu'elle m'impose pour pouvoir les détourner et atteindre mes fins, chose que fait Ben Mendelsohn, chose qu'elle ne fait pas mais qu'elle va être amenée à faire un petit peu sous son guide, mais qu'elle va finalement jouer qu'à ses propres règles à la fin pour ce mano à mano avec le serial killer. Moi j'ai trouvé que tout servait, enfin moi même à la revision. Même la revision était encore mieux que la première. Alors, j'ai pas réussi vraiment toujours à conceptualiser un petit peu ce que j'aimais dans le film, mais à la revision, alors que j'avais assez peur que le flan, enfin que le gâteau s'écroule, quoi. Et ben non, j'ai trouvé que c'était classe de tous les instants. Je me suis même dit putain, c'est vraiment quels sont les éléments que j'aime pas dans le film. Il y en avait pas beaucoup, quoi. À la limite, peut-être une représentation du monde politique un petit peu manichéenne, où le mec est clairement l'assistant du maire, l'adjoint au maire, il est clairement un peu trop cynique, quoi, peut-être, quoi. Mais sinon, en fait, non, il y a pas grand-chose. Les réunions sont pas forcément toutes bien. Oui, peut-être. Mais ceci dit, en fait, il y avait pas grand-chose. Quand je fais le compte, moi, à chaque fois, j'étais embarqué. Je me dis putain, la vache. Il y a 1 heure là, j'ai l'impression que ça dure 10 minutes. En fait, je sais très bien. Moi, ce que je lui reprochais, c'est là où je voulais en venir, hein, c'est que je peux attendre. Alors, c'est peut-être une fausse attente de ma part, et peut-être que je me suis fourvoyé dans cette attente justement. Mais j'ai un excellent souvenir justement de films comme peuvent l'être Manhunter ou Le Silence des Agneaux ou Seven, où il se passe quelque chose, où l'histoire est racontée. Enfin, tu peux te passer des dialogues presque en fait, malgré en fait les confrontations avec Clarisse, aussi, hein. Avec machin. Tu peux. Je pense voilà qu'il y a une puissance qui passe avant tout par la puissance des images. Ah oui, mais voilà aussi. Et là, en fait, ce qui me reste avant tout du film, c'est assez peu justement des images. C'est plutôt des
des confrontations et des explications. En fait. Ah ouais, non mais moi contrairement, non, moi je trouve pas du tout. Moi je Non, mais trouve qu'il y a voilà, des images, l'image de la déchetterie là, où ils sont en train de fouiller des indices dans la déchetterie, on dirait qu'elle est plus importante que la ville en elle-même, même les lasers pour calculer les trajets, juste quand ils sont en train de regarder les images du tueur où il y avait presque pas de dialogue à travers les caméras de vidéosurveillance. Oui, non mais en effet, tout c'est incroyable. La scène d'action c'est exactement avec les néo-nazis là, il n'y a pas de dialogue, tu comprends tous les enjeux. C'est exactement pour ça en fait que le reste des scènes me pose problème, parce que je me rends bien compte que, et c'est pour ça que le film m'intéresse, et c'est pour ça que je reproche ça au film, c'est que en effet il a un talent, et que toutes ces scènes que tu cites, en effet il y a des choses qui se passent, et c'est les autres séquences en fait, l'autre moitié, j'abuse, c'est pas l'autre moitié, mais il y a un peu trop de séquences où tu te dis tiens, là j'ai l'impression que c'est trop forcé. Mais moi tu vois, c'est justement, je le trouve trop forcé, parce que justement à côté il y a des séquences comme celles que tu as citées qui sont en effet, tu dis mais moi je trouve que même toutes les séquences de dialogue c'est hyper bien. Enfin moi j'ai trouvé toujours les dialogues malins quoi. L'extrait avec lequel on a commencé l'émission, je trouve que c'est brillamment écrit, le dialogue il est super, il y a pas des punchlines, on n'est pas chez Shane Black, mais vraiment tous les échanges et tout ça, ça marche quoi. Enfin vraiment, il y a toujours de l'idée. Peut-être que comme toi, je devrais le revoir une deuxième fois. Moi, je trouve que c'est vraiment un film envie de le revoir, où tu dis il y a une idée par plan quoi. Vraiment, alors je sais pas si c'est prétentieux ça. Ah non, si quand même. Je pense que il y a aucun plan où je me suis dit bon bah là il savait pas comment filmer, il a posé sa caméra là. Tu dis non, en fait c'est vraiment très gracieux tout le temps quoi. Ouais. Bon, on fait une courte pause. Alors Misanthrope de Zefron. Merci Antonin pour. Je te laisserai prononcer son nom à chaque fois. N'est plus disponible au cinéma. Ah si, il passe dans quelques salles. Il passe dans quelques salles. Ça, c'est de l'annonce. Il passe à l'Arvor, d'ailleurs, pour les Rennais. Ouais. Oh, l'Arvor. C'est fou. On reparlera de ce cinéma tout de suite, d'ailleurs. Puisque nous allons écouter, on va faire une courte pause. Et je ne sais plus pourquoi, on a décidé de passer un morceau de Carter Burwell, qui est compositeur d'ailleurs des frères Cohen beaucoup, et qui a été compositeur pour Ciné Lumet, notamment pour son dernier long métrage Before the Devil Knows You're Dead. Et pourquoi surtout parce qu'en fait il y a plusieurs films de Ciné Lumet qui sont diffusés. Aussi parce que c'est aussi le compositeur de Misanthrope. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est pour ça, on avait trouvé un lien exceptionnel. Et donc dimanche, vous nous écoutez là samedi midi en direct sur Canal B, puisque tout le monde nous écoute en direct sur Canal B le samedi à 15h bien évidemment. Et bien demain soir, dimanche à 18h, Daniel de Ciné Lumet, le film qu'il préfère de sa carrière, est projeté enfin à l'Arvor, et c'est exceptionnel. Mais on va plutôt écouter un extrait de Before the Devil Knows You're Dead avec le thème que Carter Burwell avait composé, et c'est vrai qu'il est aussi responsable de la musique de Misanthrope, et ça c'est un bon point pour le film. Et préparez vos mouchoirs. It's not fair! It's not fair! All my life, I've been afraid of becoming like him. All my life with you, and it's not fair. You can't just say sorry and make it all go away. It's too late. It's not that easy. It's not fair. It's not fucking fair. Oh, yeah. Oh, God. You can't do that. Tu vas au lycée? Oui. Tu as déjà passé le bac? Non, à la fin de l'année. C'est très important. Que peut-on faire après? Avec le bac seul, pas grand-chose. Il permet de continuer les études. Après le bac, il y a quelque chose? Oui, l'université, les grandes écoles. Les grandes écoles? Qu'est-ce que c'est?
Des écoles qu'on appelle comme ça. Tout le monde ne peut pas y aller. Pourquoi? Seuls les plus forts ont le droit? Pas seulement les plus forts, les pistonnés surtout. Dis-moi, si je travaille seul chez moi, sérieusement, rigoureusement, avec des livres, les livres qu'il faut, je pourrais m'y présenter? Oui, tout est permis. Mais est-ce possible, vraiment? Possible, mais difficile. Il y a des matières que l'on apprend par cours, sans livre. Et les langues étrangères, très difficiles aussi. Ah oui, les langues étrangères. Ça devrait quand même être possible. Dans un livre que j'ai lu, le type parle de ses années d'école. Et il dit que quand il avait 15-16 ans, il était gêné par son professeur de français. Il le ressentait comme un malaise, parce qu'il voyait que quand le professeur parlait de la passion dans les pièces de Racine et Corneille, il disait la même chose chaque année, faisait le même cours. Et qu'après tant d'années, les mots qu'il disait n'avaient plus de sens, plus de cœur. Et qu'en fin de compte, ce professeur était le dernier à pouvoir parler de ça. Bien sûr, il les avait lues, apprises, mais il ne les vivrait jamais. Alors que lui, l'élève, sentait déjà qu'il allait dans sa vie vivre ces passions-là, ou des semblables. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tu pourrais commencer par te dépuceler de la bouche. Bon, maintenant je vois Quatre Fontaines, tu viens? À l'instant, c'était un extrait de Mes petites amoureuses de Jean Eustache. On verra si on a le temps d'en parler, sinon ce sera une prochaine fois. On voulait quand même annoncer, en tout cas, que le film est projeté en ce moment à Rennes au TNB. On va faire justement un focus sur le cinéma français. Antonin a vu pléthore de films français dernièrement. Alors, on va voir. Il m'a demandé de choisir. J'avais envie d'avoir son avis sur L'Île Rouge de comment, monsieur Robin Campillo. Campillo, voilà, dont on avait déjà évoqué ses précédents films, bien évidemment, dans notre émission, et j'étais curieux de savoir l'avis du docteur. L'avis du docteur. Non, c'est moi j'attendais vachement ce film parce que Robin Campillo, c'est quand même un auteur qui m'intéresse vraiment beaucoup parce que moi tu peux rappeler ce qu'il a fait avant. Oui, son premier long métrage, c'est Les Revenants. Auparavant, il a été connu pour être scénariste de Laurent Cantet, notamment sur vraiment des très bons films de Laurent Cantet. Moi, c'est son deuxième long métrage que j'avais trouvé vraiment génial. C'était Eastern Boys, qui était une histoire de prostitution masculine et du rapport de colonialisme sexuel presque entre un cinquantenaire ou un quarantenaire, je me rappelle plus, et puis des jeunes immigrés des pays de l'Est qui michetonnaient Gare du Nord ou Montparnasse, je sais plus. Et ça, ce film-là, je l'avais trouvé incroyable d'arriver à donner corps à travers un récit à une idée non pas de la colonisation, mais du rapport sexuel qui peut y avoir, de fantasme sexuel qui peut y avoir à la question de l'immigration. Mais c'était vertigineux, je trouvais. Et le film pour lequel il est le plus connu, c'est 120 battements par minute. Mais moi, pour le coup, j'avais pas mal de réserves sur le film. Si on avait dû faire une émission là-dessus, oui, et voilà, mais on avait fait une émission là-dessus. Et voilà. C'est des réserves partagées malgré les qualités du film. C'est-à-dire qu'on pouvait pas retirer au film évidemment énormément de qualités qui étaient déjà présentes justement dans Eastern Boys, mais oui, évidemment le film a des qualités. De là à être encensé, c'est aussi pour ça qu'on a mis beaucoup de réserves. Oui, c'est ça. C'était l'encensement qui avait lieu à l'époque autour du film. Ouais. Et là, moi, L'Île Rouge, j'attendais vachement parce qu'en plus, il allait recouper peut-être, et c'était évident, des questionnements assez voisins peut-être de Eastern Boys justement, et qu'il avait aussi évoqué dans un film de Laurent Cantet qui est pas une réussite totale, mais que moi j'aime plutôt pas mal pour son sujet. C'est ce film qui s'appelle, je crois, Vers le Sud, mais qui est avec Charlotte Rampling et qui traite du tourisme sexuel des femmes de cinquantenaires en Afrique, mais je ne sais plus où, sur des jeunes garçons noirs, mais qui deviennent leurs petits michetons, quoi, en fait, quoi. Et le sujet était quand même assez costaud, et il traitait à travers toutes ces relations sexuelles tarifées entre Charlotte Rampling et ses collègues, ses copines de 50 balais, tout ce rapport que l'occidental peut entretenir avec des corps étrangers et tous les questions de colonialisme que ça peut impliquer.
bon, le colonialisme, c'est pas vraiment le terme. En tout cas, L'Île Rouge, c'est un film qui se base plus ou moins sur les souvenirs d'enfance, mais très jeune enfance, de Robin Campillo, parce qu'il est né à Madagascar dans une famille dont le père était militaire. Donc lui, il a grandi à Madagascar dans des casernes à l'époque où voilà, la présence française était, on va dire, massive sur l'île. Et donc moi j'attendais vraiment ce film là parce que je me dis putain, pour avoir fait un truc Eastern Boys, lui il tient un truc qui tient à la fois d'un cinéma hyper sensuel et très cérébral, qui manipule quand même des idées où intellectuellement c'est fort et ça va vraiment dans des zones où ça gratte vraiment beaucoup quoi. Et je dois dire qu'en tout cas le premier rapport que j'ai eu avec ce film là, c'est que vu que je suis pas du tout rentré dedans quand je l'ai vu, je me suis dit putain, dommage, voilà, grosse déception. Il y avait tout un rapport où je voyais ce qu'il voulait montrer. Je voyais un peu ce rapport de voilà, je vais laisser vraiment ce que sa société française mettait hors champ, c'est-à-dire la population générale de Madagascar. Il le fait par la mise en scène. Ils sont tous hors champ. J'adopte le regard de l'enfant, donc voilà, je suis dans un rapport un petit peu de réminiscence, comme ça pouvait être le cas dans plusieurs films sur l'enfance. Bon, je sais pas si on aura le temps de parler de Mes petites amoureuses, mais voilà, il y a aussi ça dans Les petites amoureuses. Dernièrement, on avait ça dans le film de James Gray. Un côté un petit peu mi-chronique réaliste, mais mi-souvenir. On sait plus trop si ce qu'on voit, c'est de l'ordre du souvenir fantasmé ou si c'est vraiment la réalité. Bon, je voyais un peu la démarche de mise en scène, mais je la ressentais pas spécialement. Je trouvais que tout manquait vraiment un peu de ressenti, de sensualité. Passé à côté, quoi. Je suis passé à côté probablement parce que, en fait, du coup, le film, en fait, a quand même continué à grandir un peu en moi parce que, en fait, j'y pense relativement souvent. Je vais aller le revoir. J'espère avoir le temps d'aller le revoir pour vraiment le mettre à l'épreuve d'une deuxième vision. Parce que là, ouais, je me dis, mais en fait, c'est surtout que j'avais l'impression de voir exactement où il voulait en venir, mais à aucun moment je le ressentais. Donc, c'est soit on arrive dans le pire, justement je parle de son camarade pour qui il écrit souvent des films où des fois Laurent Cantet, tu te dis ouais, c'est vraiment très cérébral et très, très intellectuel, donc c'est très brillant tout ce qu'il dit, mais en même temps tu ressens rien parce que c'est froid et tout ça, ou et ça sera peut-être encore le cas lors de mon deuxième visionnage de L'Île Rouge, ou soit non, effectivement je vais être pris dans ce dispositif relativement complexe quand même, de différents registres de représentation. Il y a du fantasme, parce que tu as des représentations de l'imaginaire de l'enfant qui s'imagine en fantomette de la bibliothèque rose, et on va avoir une fin qui est clairement un geste très, non pas abstrait, mais très très volontariste de cassure, quoi, qui est assez forte, donc je vais pas dévoiler, mais qui est vraiment une vraie proposition de cinéma. Voilà. À voir, mais en tout cas j'encourage quand même tout le monde à aller voir ça parce que c'est vrai que c'est quand même du cinéma hyper audacieux, mais qui est jamais chiant en plus, quoi, hein. Vraiment, il y a quand même une générosité romanesque souvent chez Romain Campillo. C'est assez romanesque, c'est-à-dire qu'il y a de la matière à récit, il y a vraiment toujours quelque chose à se mettre sous la dent, mais j'étais quand même un petit peu en retrait dans mon ressenti. L'Île Rouge de Campillo, on continue avec le cinéma français, avec un sujet qui m'intéresse, même si je n'ai pas vu le film en question, mais Astérix. Et là, on rentre dans un... Alors, en effet, c'est un peu brut, hein, comme changement. On rentre dans le dur. Là. On rentre dans le dur. Mais c'est vrai que ça m'intéresse parce qu'on a une courte conversation juste avant de lancer le générique de cette émission à propos d'Astérix. Donc, le dernier film en date, réalisé par Guillaume Canet, que tu as vu il y a déjà quelques temps, hein, dont on n'avait pas parlé parce qu'on n'a pas eu l'occasion de faire des émissions. Ah non, mais moi je l'ai pas vu il y a quelques temps, je l'ai vu il y a 2 semaines. Hein. Je vais pas aller le voir au cinéma. J'essayais. Moi, mon fils, il voulait pas aller le voir. Hein. Si j'avais plus d'excuses, j'y allais pas. T'es en train de tout foutre en l'air. Bref, revenons à ce que je disais. Donc voilà, Astérix, dernier film réalisé par Guillaume Canet, qui a reçu une volée de bois vert de la part de la critique, qui a descendu son film, alors que c'était pas un échec, c'était un succès. D'ailleurs, il y a qu'à regarder le nombre d'entrées qu'il a fait. C'est pas un échec. C'est pas Romain Campillo qui ferait ces entrées là. C'est ça, exactement. Hein, qu'il aille se rhabiller, genre Eustache. Grosso modo. Soit. Et bientôt va ressortir dans une version restaurée 4K la première adaptation cinématographique d'Astérix par Claude Zidi, qui date de la fin des années 90, c'est 97, 80, je sais plus. Ouais, c'est ouais. fin 90 pour moi, je dirais. Bref, voilà, restauré, qui va ressortir en Blu-ray chez Pathé, que je n'ai pas revu du coup depuis sa sortie, moi, a priori.
Pareillement. On évoquait le fait que, en tout cas en ce qui me concerne, hein, c'est vrai que le deuxième film réalisé par Alain Chabat reste pour moi un des sommets de la comédie française, et on était d'accord tous les deux pour en fait se rendre compte que chaque Astérix représente une forme d'humour accolée à son époque. Comme en fait James Bond représente en fait des étapes dans le cinéma d'action. Voilà, c'est un côté thermomètre. C'est un thermomètre. Astérix est un thermomètre. C'est notre James Bond à nous. De l'humour français, Astérix est notre James Bond. Donc nous on est ravis de se dire que ce qui notre thermomètre, la bonne température pour nous, c'est plutôt le Chabat. Moi j'apprécie toujours le Chabat, je vois bien c'est une grande comédie française, je trouve, qui vieillit bien aussi, peut-être aussi parce que dans tous les cas j'ai été baigné par cet humour évidemment, et que je connais tous les gens et toutes les références qu'il peut y avoir là-dedans, parce que ça correspond à mon humour. Mais je comprends aussi toutes les références qu'il peut y avoir dans le film de Zidi, je pense, et de voir Sim ou Ariel Dombal, je comprends pourquoi ils sont présents dans le film de Claude Zidi, dans le premier. Et je comprends aussi pourquoi dans le film de Langman, il peut y avoir des sportifs à tir-larigot, et je comprends peut-être aussi pourquoi dans Le Canet, justement, on récupère tous ces humoristes qui sont les plus populaires aujourd'hui. On a une époque YouTube, TikTok, et c'est un film TikTok en fait qui représente beaucoup son époque. Peut-être, je dis bien peut-être, que les Astérix finalement seront en effet de très bons marqueurs de leur temps quand on reverra le dernier film de Guillaume Canet dans 20, 10 ou plus d'ailleurs. On se dira, ça représente l'humeur française, l'humour français et la société française. Peut-être que les extraterrestres, quand ils analyseront notre civilisation dans 1000 ans... Ils regarderont les Astérix et ils regarderont aussi le Astérix de Guillaume Canet. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, hein. Je n'ai pas regardé, c'est vrai que je suis... même s'il y a Jonathan Cohen. Oui, non, mais après, c'est en fait... Moi j'étais... je l'ai vu, et clairement, en fait, c'est nul. Alors qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est pas si pire en fait quoi. Moi je regarde pas non plus toutes les comédies françaises, contrairement à Un sinistre individu dans une émission de merde, une émission de merde sur le cinéma que personne n'écoute. Mais de temps en temps j'en regarde et je suis constamment atterré. Enfin il y en a une qui va sortir bientôt sur les écrans, la 38.5 là, avec Didier Bourdon là, c'est juste c'est pas possible quoi. Et même moi cet sinistre individu m'avait conseillé le dernier film de Franck Dubosc réalisé par Franck Dubosc. Ouais mais ça c'est pas mal. La vie. Oui mais c'est pas mal, mais c'est nul. Mais non, mais c'est pas. Enfin, pour moi, c'est déjà le haut du panier. Parce que et sauf que c'est nul quand même. Quoi. Oui, mais c'est nul, c'est pas bon, évidemment. Mais mais j'en ai vu. J'écoute plus les conseils de cette. J'en ai vu des trucs affreux, quoi. Enfin, les trucs de machin de la bande à Lachaud, tout ça, c'est insupportable. La bande à Fifi, Nicky Larson. C'est impossible de regarder ça. Nicky Larson, je l'ai pas vu, mais les listings, c'est pas possible. Mais ça accumule et ça fait. C'est du niveau de la chèvre, quoi. Ouais, évidemment, ouais, en termes de box-office, tu veux dire. Oui, bien sûr. Ah oui, pas de qualité, la chèvre, c'est merveilleux. D'accord. Mais histoire que les auditeurs sachent de quoi on parle. Je veux bien qu'on prenne pour un nazi, mais pas pour un admirateur de Fifi. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, ce que tu dis sur les trucs TikTok, c'est pas faux, parce que autant, moi, le Chabat, je l'aime bien. Mais le Chabat, il y a un truc qui perd d'Astérix, mais qu'il y a dans le premier, dans mes souvenirs, c'est qu'Astérix, effectivement, c'est de l'humour au second degré. On voit bien en quoi ça anticipe un petit peu l'humour Canal. Mais Astérix, c'est aussi des aventures, et l'aventure en elle-même, elle se tient. Dans les Astérix, les albums, je parle quoi. C'est comme on a un récit d'aventure qui marche au premier degré et en fait l'humour se rajoute à ça. Et que je trouve il y a des références, c'est-à-dire que t'as une mission. Pour moi, dans le Chabat, on est quand même. Déjà, il y a une tendance à ce truc très très télévisuel justement, contrairement au Gérard Houry, d'accumuler les sketchs où tout le monde arrive, Zidi, tout le monde vient faire son petit sketch et c'est déjà un truc qui va habiter toute la comédie depuis pendant 20 ans là. C'est il y a plus de structure de scénario parce qu'en fait en gros c'est des mecs qui font une accumulation de sketchs parce qu'il s'agit de reproduire ce qu'on voit à la télévision, c'est-à-dire chacun vient faire son petit numéro.
là, le Guillaume Canet, effectivement, là où c'est un marqueur, c'est que tu dis oui, c'est vraiment une radicalisation de ce truc-là, parce que on n'est même plus sur des numéros de sketch qui durent 3 minutes ou 4 minutes comme dans le Shabbat, ça dure 20 secondes. Donc là, effectivement, la comparaison avec TikTok, avec le Langman. Peut-être, je l'ai pas vu celui-là. Mais par contre, celui-là, enfin le Astérix de Canet, c'est un cas d'école dans l'accumulation où chaque changement de scène, effectivement, c'est l'occasion de l'arrivée d'une nouvelle célébrité qui vient faire délivrer ce pourquoi les gens l'aiment et tout ça. Alors, on peut mettre ça sur le compte d'un truc très cynique et mercantile de dire voilà, on accumule le maximum de célébrités comme ça, toutes les sphères les admirateurs vont tous venir et voilà, on a une base de public, mais c'est aussi une question esthétique qui fait que voilà, c'est un peu comme si on swappait là sur son téléphone et des fois quand tu regardes le Astérix, moi je l'ai regardé en 5 fois, c'est peut-être ça, mais t'as l'impression comme quand t'es sur ton téléphone à regarder des réels et je sais pas quoi et ça dure 30 secondes parce qu'on estime que passé 30 secondes, on n'est plus concentré. Enfin, c'est le Rider Digest en fait. Oui, c'est un peu ça. On fait pas de textes qui peuvent. Oui. Il faut que ça soit adapté au temps que tu passes aux toilettes. Évidemment. Et là, c'est un film à regarder aux toilettes. Oui, c'est un peu ça. Tu peux le regarder en 5 fois, ça le fait, quoi. Parce qu'après, l'histoire, tu t'en fous un peu, mais même si ça tient quand même l'histoire, quoi. Et ceci dit, l'avantage de ce truc-là, c'est que c'est tellement le buffet à volonté, en fait, sauf que là, t'es obligé de tout bouffer, hein, forcément, hein, t'as pas trop le choix. Mais de temps en temps, il y a un truc qui est bon, quoi. Et en fait, Jonathan Cohen, des fois c'est bon dans le film. Dès qu'il y a José Garcia, c'est quand même très marrant, quoi. Et il y a quand même quelques trucs comme ça qui sont vraiment marrants où tu sens que les mecs, moi je m'attendais avec tout le monde tel que j'avais vu l'accueil du film, je m'étais dit en fait tout le monde va venir faire son numéro, ça ils vont même pas être drôles, ils vont tous endosser leur chèque, quoi. Et en fait de temps en temps dans un truc sur 5, le mec tu sens que non il joue et puis il s'amuse, quoi. José Garcia clairement il s'amuse et en fait c'est vraiment marrant, quoi. Bon, voilà, ça s'arrête là et ça Antonin tient a adoré. Il faudra que les gens gardent en tête que Antonin a adoré le dernier Astérix. Bien sûr, ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a au moins 40 secondes ou 1 minute de ce film bout à bout et ça contient peut-être, je sais pas moi, 10 scènes, quoi, parce que vraiment, ou 10 scènes, 10 moments, que j'ai bien aimé, quoi. Et en fait, des fois, c'est pas le cas dans dans beaucoup de comédies françaises que je vois pas. Peut-être pas le même budget. Non, évidemment. Je voudrais pas évoquer des problèmes économiques dans cette émission. C'est pas tout le truc, évidemment, ça a déjà été dit. C'est vrai que c'est scandaleux. C'est une débauche de pognon pour un truc où tu dis mais où est l'argent, rendez l'argent, voilà, évidemment. Marlène Schiappa, elle est là, Marlène Schiappa aussi. Peut-être dans les bonus du DVD. Ouais, c'est ça, elle a été coupée. Je sais qu'il y avait je crois que le directeur de la photo du film qui avait un t-shirt du cinéma est mort. Donc moi j'attends, je vais acheter le Blu-ray pour regarder le making of. Ouais. On est d'accord. Et tout le monde va faire ça. Il faut que tout le monde, c'est l'avis d'Antonin, il faut que tout le monde achète le Blu-ray du dernier Astérix pour voir si quelqu'un porte un t-shirt du cinéma est mort. Il est temps bientôt de se quitter. Alors je rappelle. Déjà, le temps passe si vite en ta compagnie. Quelques annonces quand même spéciales, je rappelle évidemment. Ce dimanche à l'Arvor, on sera le 18, non, on sera un truc comme ça. Le 18, tout à fait. Dimanche 18 à 18h, la séance de l'année, à savoir Daniel de Ciné-Lumet, adapté du roman de Dr. Rowe. On a fait une émission à ce sujet il n'y a pas si longtemps que ça, mais il faut vraiment que les gens se déplacent pour voir ce film et montrer que, en effet, un cinéma un peu exigeant comme peut l'être Astérix, ça peut fonctionner. Il n'y a pas que les films qui ont la Palme d'Or qui ont le droit d'avoir un peu de succès d'estime. Il faut aussi que des films comme ceux de Guillaume Canet et Ciné-Lumet puissent avoir leurs spectateurs. Donc il faut aller voir ce film-là. Et puis on continuera à l'Arvor, puisque la prochaine séance du dimanche soir, ce sera justement un film de Ciné-Lumet, un après-midi de chien. Avec Al Pacino, que les gens n'ont peut-être pas oublié encore. Et ça sera le 25. Le 25 juin à 20h et quelques pour le coup. Le film dimanche soir, ça sera un après-midi de chien. Et puis, comme tu le disais, on n'a pas pu évoquer Jean Eustache, mais Mes Petites Amoureuses et puis d'autres Eustache, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est la deuxième vague de sont projetés au TNB, puisque ces films sont enfin ressortis au cinéma, restaurés. On avait eu La Maman et la Putain il y a quelques
mois. Et donc voilà, les films de Eustache qui étaient attendus depuis des dizaines d'années sont enfin restaurés. Donc on peut espérer même dans les mois, les années à venir, moi, j'ai trop hâte. un objet coffret DVD, et on pourra évoquer de façon beaucoup plus réfléchi le cinéma de Jean Eustache. Mais il faut se précipiter. Vraiment quelque chose qui était attendu de la part des cinéphiles du monde entier. C'est pas que français, je crois. Voilà, cette disponibilité des films de Eustache qui jusqu'ici étaient vus uniquement sous le manteau. Oui, et puis c'est d'autant plus important qu'il faut le dire que voilà, c'est pour les petites amoureuses, s'il y a juste 30 secondes pour dire ça, c'est moi je l'avais vu effectivement sous le manteau. Il y avait un DVD qui existait mais qui était justement à but d'éducation nationale, qui avait été ripé. On pouvait le voir le film, mais c'était un DVD non restauré ni rien, et à la photo c'est Nestor Almendros, quoi. Le plus grand chef du monde. C'est quand même pas rien, et Moissons du ciel, pour le voir en salle, pour l'avoir vu en salle, moi j'encourage vraiment tout le monde à aller voir ça. Les 20 dernières minutes sont touchées par la grâce, quoi. Et on reviendra un petit peu sur là-dessus, parce que moi j'ai eu une projection bizarre, quoi, mais on prendra le temps d'évoquer, je pense, Jean Eustache. En tout cas, ce film est montré et projeté en ce moment au cinéma TNB à Rennes. On se quitte avec un dernier hommage à Jacques Rosier, le regret aussi pour notre part de ne pas l'avoir rencontré. Je dépasse un petit peu, mais je rappelle, il y a une quinzaine d'années, on était allés ensemble au festival de La Roche-sur-Yon en espérant rencontrer Jacques Rosier, qui n'était pas présent. On avait dû se rabattre sur Abel Ferrara et passer 1h30 avec Abel Ferrara, c'était dur. Alors qu'on voulait nous rencontrer Jacques Rosier, qui nous a quittés, et on est triste aussi. On se quitte avec un extrait de Men Océan. Moi c'est celui que j'aime beaucoup aussi, du côté d'Orwett, et puis comment ça s'appelle, Les naufragés de l'île de la Tortue, Adieu Philippines. Bon, on se quitte avec Men Océan, et on se retrouve très bientôt en espérant ne pas avoir à faire d'annonce de décès encore. Ça n'arrête pas. Ça serait pas mal, mais en même temps, on parlait de Treat Williams dans la dernière émission, et paf, il a eu un accident de moto. Faut on va arrêter de parler des gens à un moment, puis ils vont peut-être pas mourir. On se quitte, en tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés. On a parlé de Guillaume Canet, ceci dit. C'est vrai. On croise des doigts. Merci à vous de nous avoir écoutés. On pouvait retrouver cette émission, bien évidemment, en podcast sur le site de Canal B. Merci Antonin. Merci à vous. À très bientôt. Merci à toi. Des bisous. Ciao. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire du bar de la Marine? Et comment il s'appelle, votre héros à la mort moelleux? Ah non, n'injuriez pas Petit Gant, hein. Petit Gant, il s'appelle. Bah, j'ai rien fait à cet oiseau-là, moi. Mais lui, c'est les casquettes qu'il aime pas. Il n'aime pas les casquettes. Nous, à la SNCF, on tient debout, il faut pas croire. Faut pas me le dire 2 fois. Vous me dites, il me cherche, moi je vais le retrouver, et je t'accroche. Oh, mais faut pas vous gêner, hein. L'île-Dieu, c'est pas loin. Bar de la Marine. Il n'y a qu'à y aller ensemble. Hein, qu'est-ce que vous allez faire au sable? C'est peut-être indiscret de vous demander ça. Ah bah c'est elle. Elle avait envie de voir la mer. Ah. De l'autre côté. Elle est brésilienne, alors. Elle veut voir la mer de l'autre côté de l'Atlantique. Il n'y a rien à voir au Sable d'Olonne. Hein? Et je parle en connaissance de cause, j'y suis né. Quoi, c'est pas bien les sables? Ah non, pas à cette époque-ci. Il n'y a rien. Il vaut mieux qu'on aille à l'île-Dieu. Alors? Você quer trocar les sables por Isla de Dieu? Pensa que é melhor. Então, tudo bem. Tudo bem? Sim. Tá bon. Elle pense que c'est bon. Vous parlez tellement bien le portugais que même moi je comprends. Você est fantastico. Je suis fantastico. Comment elle s'appelle? Hein, comment on dit? Comment vous appelez? Como você se chama? Comment? Como você se chama? Comment você se chama? De Janeiro. Elle a compris. Dis quoi? De Janeiro. 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 Comme si tu vas à Rio. Et você? Lucien. Lucien Pontoiseau. Mais pour les demoiselles, Lulu. Lulu? Pas Lulu. Lulu? Pas Lulu. Lulu. O marinheiro, se encontrasse ele, seria engraçado. Porque ele é magro como uma sardinha e o marinheiro é gordo como um peixe-boi. Seria uma grande disputa.
Qu'est-ce qu'elle dit là? Elle se fout de moi là?